Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur CCTV Français pour cette nouvelle édition d'Afrique Info. À la une, selon des sources officielles, un enfant a été tué et 7 personnes ont été blessées dans une série d'explosions près du palais présidentiel en Somalie. Cet attentat n'a pas été revendiqué, cependant les islamistes Shabab somaliens, affiliés à Al-Qaïda, ont déjà mené des attaques similaires dans le passé. Leurs maisons ont sérieusement été endommagées, mais cela aurait pu être pire. Au moins 3 obus de mortier ont atterri dans le quartier. Nous ne savions pas où le prochain bus atterrirait. Nous sommes sortis en courant avec les enfants pour nous mettre à l'abri. Au moins 3 membres de ma famille ont été blessés et sont maintenant en train de recevoir des soins médicaux. Nous avons entendu une grande explosion qui a endommagé mon toit. Je suis tombé du lit et j'ai pu éviter les conséquences de la deuxième explosion. Des éclats d'obus sont entrés dans ma main, mais ont pu être retirés et je me porte bien. La cible aurait été la Villa Somalia, qui est la résidence officielle du président et du gouvernement. Dans le passé, elle a souvent été la cible des attaques des Chebabs. Le gouvernement somalien va ouvrir une enquête sur les récentes frappes aériennes des forces de défense du Kenya qui ont fait des victimes parmi les civils. Le Kenya a envoyé des avions de combat le mois dernier suite aux attaques des Shabab contre les troupes kenyanes dans le sud de la Somalie. Les représentants du gouvernement somalien veulent aussi s'assurer que les forces kenyanes se sont bien retirées de la Somalie. Les Kenyans attendent toujours de connaître le bilan officiel du nombre de soldats kenyans tués le mois dernier, juste après la frontière dans l'état de Gedo. Selon certaines sources, au moins 100 soldats ont été tués et d'autres ont été capturés lors de l'attaque perpétrée par les islamistes Shabab contre la base d'El Adé. L'aviation kenyane aurait bombardé à plusieurs reprises les positions des Shabab suite à l'attaque meurtrière de leur base. Toutefois, les habitants de la région ont déclaré que les principales victimes étaient des civils et du bétail. À présent, le Premier ministre somalien appelle le Kenya à cesser ses raids. Nous avons soulevé la question avec le gouvernement kényan et le ministre de la Défense a discuté avec les forces de défense kenyanes. Nous leur avons fait part de nos préoccupations au sujet des frappes aériennes menées dans le sud du pays et ce que cela impliquait. Charmaké est en train de mettre en place un comité de travail afin de se rendre dans la zone de conflit pour évaluer l'impact des raids aériens et le retrait signalé des forces kenyanes. Les troupes kenyanes sont entrées en Somalie en octobre 2011 et ont rejoint la force de l'Union africaine, la MISOM, qui combat les Shabab. Et alors que la majeure partie de l'Afrique a chaud, en Égypte, nombreux sont ceux qui ont passé ces derniers jours à frissonner. Les températures diminuent habituellement en ce moment de l'année, mais cette année elles sont tombées à 0 dans certaines parties du pays et la vague de froid a duré 2 fois plus longtemps qu'à l'accoutumée. L'Égypte est connue pour son climat ensoleillé qui attire les touristes. Mais cette dernière semaine, ce sont les nuages qui peuplaient le ciel. Et de ces nuages tombaient de fortes pluies balayées par un vent glacial. La raison de la vague de froid de la semaine dernière porte le nom de dépression de Chypre. Cela correspond à une chute rapide de la température atmosphérique dans cette région. Ce phénomène ne dure habituellement que 3 jours, mais malheureusement cette année, il a duré une semaine complète. Par conséquent, la chute de température a été plus sévère que n'importe quelle année auparavant. Cela fait partie des conséquences du changement climatique planétaire. La semaine dernière, on n'a pas dépassé les 4 degrés au Caire. Et aux alentours des montagnes Sainte-Catherine, près de la mer Rouge, il faisait 0 degré. Pour les Égyptiens, cela correspond à des conditions climatiques de type arctique. C'est la première fois dans ma vie que je vois un climat aussi extrême. J'ai 33 ans et je n'ai jamais vu un hiver pareil. Personne ne s'y attendait. Évidemment, ça ne dépend pas de nous, mais le temps est en train de changer. Les fortes pluies ont détruit beaucoup de maisons dans mon village et nombreux sont ceux qui ne parviennent pas à trouver d'aide. La semaine dernière, le froid était insupportable. L'an dernier, ça n'a duré que 2 ou 3 jours. Cette année, ça a duré bien plus longtemps. Je mets davantage de couches de vêtements, nous allumons des feux et faisons griller des patates douces pour garder la chaleur. La plupart des gens ne sont pas préparés à ce froid. Peu de maisons sont suffisamment isolées et beaucoup de personnes sont trop pauvres pour acheter des couvertures. C'est pourquoi une courte vague de froid peut malgré tout causer de vraies souffrances. Le soleil est finalement réapparu en propageant son habituelle chaleur à travers tout le pays.
Mais l'hiver n'est pas encore terminé. Il reste encore une vague de froid supplémentaire attendue en février et l'autorité météorologique peut prévoir précisément son niveau. L'Égypte va augmenter ses tarifs douaniers sur une large gamme de produits d'importation pour freiner les dépenses en dollars qui affectent actuellement la santé de la monnaie locale. Les tarifs douaniers ont été augmentés de 30 à 40% sur les appareils électroménagers, les cosmétiques, les vêtements, les chaussures et les noix. Le gouvernement espère ainsi lever 128 millions de dollars durant le deuxième trimestre de l'année fiscale. L'augmentation des taxes douanières s'appliquera aux bonbons, aux accessoires de maquillage, aux stylos, aux vêtements, appareils électriques comme téléviseurs, réfrigérateurs et fours. Les légumes et les fruits, qui sont déjà produits en Égypte, ont été ajoutés sur la liste. Certains craignent que cette décision ne pèse encore davantage sur une population déjà très appauvrie. Le gouvernement a voulu apaiser ces inquiétudes. L'objectif est l'équilibre et la maîtrise de notre balance commerciale pour assurer que tous les produits importés sont de qualité suffisante, de façon à ce que les dollars dont nous disposons n'aillent que dans les produits de très haute qualité. Nous ne voulons pas interdire toutes les importations, mais seulement réguler le processus d'import-export. Certains experts pensent que cette hausse des tarifs douaniers est essentielle en cette période. L'objectif est de faciliter les importations de biens qui sont nécessaires à l'industrie en général, mais pas le superflu ou les produits de mauvaise qualité. Le secteur du tourisme s'effondre, les investissements étrangers peinent à revenir et la production industrielle est au plus bas. Ces facteurs, parmi d'autres, ont pour conséquence un manque de revenus et insuffisamment de dollars pour couvrir les besoins de base du pays. Le gouvernement reçoit des prêts pour combler les vides, mais ce n'est pas assez. Les experts se disent satisfaits des mesures prises cette semaine. Je les approuve personnellement parce qu'il s'agit de produits dont on peut se passer, comme les pistaches, et cela permettra de rééquilibrer l'équilibre commercial. Ces produits ne sont pas nécessaires, nous pouvons en utiliser d'autres à la place. Et il importe de noter que le gouvernement n'empêche pas les importations, mais augmente les tarifs douaniers là où c'est possible. Ces mesures s'inscrivent dans un plan d'austérité qui s'attaque aussi aux subventions sur le carburant et l'énergie en général pour une période de 4 ans. Les efforts faits par le Zimbabwe pour réengager les créanciers internationaux et les plans visant à accroître l'usage du yuan chinois ont apporté une poussée confirmée par la notation de l'agence internationale Moody's. Le pays d'Afrique australe est endetté à plus d'1 milliard de dollars. L'année dernière, il a accepté une stratégie d'effacement de la dette avec ses principaux créanciers, dont le FMI et la Banque mondiale. Cette dette toujours suspendue avait empêché le Zimbabwe d'obtenir un financement frais. Le pays a travaillé avec le FMI sur des réformes visant à réduire sa dette actuelle et libérer ainsi des fonds pour commencer à rembourser ses arriérés. Il a été entrepris d'effacer 1,8 milliard de dollars de sa dette au premier semestre de l'année, une étape qui selon le FMI permettrait de débloquer du capital frais. Et selon Moody's, l'annulation de la dette, l'amélioration des relations avec les créanciers internationaux, de même que les perspectives de déblocage de l'assistance technique et financière nécessaire sont des éléments positifs à mettre au crédit du Zimbabwe. L'Agence internationale de notation du crédit a déclaré que l'utilisation du yuan chinois dans les relations commerciales bilatérales avec la Chine, de même que pour les transactions locales, avait grandement facilité de plus hauts niveaux d'investissement direct étranger, de même que les liens bilatéraux avec la Chine. L'année dernière, le gouvernement du Zimbabwe a déclaré qu'il encouragerait un plus grand usage de la devise chinoise aux côtés du panier de devises internationales que sont le dollar américain, le rand sud-africain et la livre britannique qui ont été adoptés en 2009 après que le pays a supprimé le dollar zimbabwéen. A noter que la Chine est le second partenaire commercial du Zimbabwe. La réalité est que la Chine est un gros facteur au sein de l'économie mondiale. Nous avons besoin d'eau, notre population vole vers la Chine. Alors n'est-il pas mieux d'utiliser cette devise pour les transactions plutôt que le dollar américain, qui entraînerait une perte de valeur dans le processus? Je pense qu'à l'heure actuelle, comme nous sommes totalement incapables d'introduire notre devise dans le système, il s'agit là d'un pas dans la bonne direction.
Utiliser le yuan peut également aider le pays à abaisser son déficit actuel. Cependant, utiliser le yuan seul n'est pas suffisant pour résoudre les problèmes qui perdurent au Zimbabwe. Tout cela est à la base de la production. La production est la panacée durable de ce bourbier économique dans lequel nous nous trouvons. Et tant que nous ne produisons pas, nous ne serons pas capables de disposer de suffisamment de liquidités à insérer dans l'économie. Un large nombre d'industries au Zimbabwe ont connu d'importantes difficultés sous la pression des problèmes économiques que connaît le Zimbabwe depuis plus d'une décennie et demie. Et l'industrie opère actuellement à un tiers de sa capacité. Le Nigeria et l'Afrique du Sud sont les deux plus grosses économies du continent africain, avec un PIB combiné de près d'1 milliard de dollars. Leurs échanges commerciaux restent faibles malgré leur croissance exponentielle au cours des 2 dernières décennies. Ils représentaient 7 millions de dollars en 1999 et atteignent aujourd'hui 4 milliards de dollars. Tandis que le nombre d'entreprises sud-africaines investissant au Nigeria augmente, les échanges commerciaux pâtissent de relations politiques instables. Reportage. Les sociétés sud-africaines sont de plus en plus présentes sur le marché nigérian. Certaines de ces entreprises cotées à la bourse de Johannesburg, telles que MTN et Shoprite, ont décidé d'investir dans la plus grosse économie d'Afrique. Plus de 120 sociétés sud-africaines sont implantées au Nigeria. Nous avons des grosses sociétés comme MTN, MultiChoice, Shoprite, Standard Bank et bien d'autres encore. Le Nigeria est le pays le plus peuplé d'Afrique avec quelques 160 millions d'habitants. Cela représente une opportunité lucrative pour les investisseurs sud-africains. C'est le premier centre commercial construit à Abuja. Il a été réalisé par une entreprise française, mais l'investissement est venu d'Afrique du Sud. Les Nigérians respectent ce que l'Afrique du Sud apporte au pays. Nous avons le marché. Nous pouvons faire en sorte que ça marche et ils ont la technologie pour cela. Les deux pays collaborent également en termes d'échange d'expertise et de transfert de compétences dans plusieurs domaines industriels tels que le secteur automobile ou minier. Nous nous intéressons aux domaines dans lesquels nous sommes experts en termes de technologie et d'expérience. Dans le secteur minier, par exemple. Le Nigeria a beaucoup de minéraux, mais ils ont besoin de notre aide. De notre côté, les aider nous permet de nous développer. Mais le marché nigérian est difficile d'accès. Les tensions politiques ont souvent entravé les échanges commerciaux entre les deux pays. Il faudra encore du temps avant que les relations soient parfaitement normalisées. Quand les Nigérians et les Sud-Africains commenceront à s'apprécier et à se respecter mutuellement, alors la croissance sera exponentielle. Présentement, il s'agit d'une relation commerciale établie entre les gouvernements. Les liens qui unissent les populations de nos deux pays sont ténus. Mais les autorités sud-africaines estiment que les relations s'améliorent et que les deux pays auront bientôt dépassé leurs différences. En Afrique du Sud, 70% des jeunes de moins de 35 ans sont sans emploi, un des taux les plus élevés dans le monde. Dans le but de changer cette triste réalité, un entrepreneur social réalise des œuvres d'art avec du matériel de récupération, une façon pour lui de dénoncer la situation dans son quartier. Reportage. Brian Mokachane, un artiste de Soweto, est le fondateur de la Soul Art Foundation, une entreprise sociale qui réalise des œuvres d'art grâce à du matériel de récupération. Il fabrique des sacs avec des retailles et d'autres produits qui ont été jetés. Il a lancé son entreprise pour combattre le chômage et les abus de drogue. Pour lui, la création d'entreprises est la seule réponse au problème. Je l'ai commencé de façon informelle en 2005. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à apprendre les compétences que je partage avec les autres enfants maintenant. Cela a commencé avec des amis proches qui étaient toxicomanes et nous étions au chômage. Comme j'avais des compétences, j'ai commencé à enseigner ce que je savais et cela leur a redonné de l'espoir. Je vois comment cela leur a profité parce que maintenant, ils ne prennent plus de drogue. Maintenant, ils ont trouvé quelque chose qui les passionne. Ce qui me rend heureux, c'est de voir que ce que j'ai transmis a été enseigné à quelqu'un d'autre et j'espère que cela, ils le partageront avec d'autres enfants aussi. Donc plus d'entrepreneurs sociaux aideront au développement de l'Afrique du Sud dans son ensemble, parce que les gens ne dépendront plus du gouvernement et sur les entreprises pour les emplois. Les gens penseront maintenant différemment pour créer leurs propres emplois.
Il est devenu un véritable vecteur de développement dans son township. Tous les concepteurs impliqués dans le projet reçoivent un pourcentage des ventes. Vusi et Bongani sont maintenant indépendants. Ils rendent à leur communauté ce qu'ils ont reçu et alimentent une tendance positive. Je me vois comme un héros qui aide les autres à abandonner la drogue. Quand ils me voient, ils voient quelqu'un d'autre. Quand vous êtes ici, dans ce genre d'environnement, on pense que vous ne pouvez rien faire. Donc, je veux montrer aux autres, aux jeunes en particulier, que vous pouvez faire quelque chose de votre vie. Nous vivons dans un township, alors je pense que notre style est un peu différent. Je pense que c'est la façon que nous pouvons présenter aux consommateurs. Mon rêve, c'est d'ouvrir plus de centres de formation. Mais pour moi, la chose la plus importante pour le moment, c'est mon organisme et l'impact qu'il a dans la communauté. Mon plus grand rêve, c'est de voir ce genre de modèle se reproduire un peu partout en Afrique du Sud. À Johannesburg, l'équipe nationale féminine de football d'Afrique du Sud, les Banyana Banyana, se prépare d'ores et déjà à la compétition féroce des Jeux Olympiques d'été qui se dérouleront cette année au Brésil. Tout le monde arborait des sourires lors du deuxième entraînement intensif officiel de l'année des Banyana Banyana, alors que l'équipe des 29 joueuses de football continuait ses préparatifs pour les Jeux Olympiques qui se tiendront en août de cette année. Le moral dans le centre d'entraînement était très bon. L'entraîneur Vera Pauw était satisfaite des progrès réalisés à leur base de Johannesburg, tout en prévenant, alors qu'elle souhaite que son équipe se distingue à Rio, que le temps n'est pas à l'autosatisfaction. Nous n'y allons pas juste pour grossir les rangs, nous ne sommes pas satisfaits d'être seulement qualifiés. Nous nous sommes qualifiés pour concourir, autrement nous ne commencerions même pas par la phase de qualification, n'est-ce pas? Donc tout le monde travaille très dur pour faire en sorte que notre objectif se réalise. Mais nous avons besoin de résoudre quelques problèmes parce que, bien sûr, cela coûte de l'argent et nous avons besoin de financement. Nous avons besoin de toute l'organisation qui va avec. Donc il reste beaucoup à faire, mais nous avons commencé et c'est la chose la plus importante. Pour la capitaine Janine Van Wyk, il y a de nombreux motifs d'excitation alors que ses coéquipières se préparent pour les Jeux Olympiques. Il y a également des leçons profitables à tirer de leur précédente expérience olympique à Londres. En 2012, nous étions là-bas et nous en avons fait l'expérience. C'était une atmosphère fantastique et nous savons que nous avons tiré beaucoup de leçons. En allant à cette compétition, nous savons que nous devons placer la barre très haut. Nous devons nous y rendre et montrer au monde ce que le football féminin sud-africain représente réellement et c'est exactement ce que nous allons faire. L'association sud-africaine de football dévoilera bientôt les adversaires des Banyana Banyana lors des matchs amicaux organisés pour cette période affairée qui mènera durant les prochaines semaines aux Jeux Olympiques. Ceci s'avérera vital pour l'équipe nationale féminine en lui donnant l'opportunité de transférer son attention de sa qualification passée à l'effort pour prouver qu'elle appartient au petit cercle du meilleur de ce que le monde a à offrir en termes de football féminin. C'est la nouvelle année, c'est une nouvelle étape pour nous parce que nous avons passé l'étape de la qualification. Et à présent, il nous faut nous assurer que nous allons aux Jeux Olympiques, non seulement pour faire de la figuration, mais pour jouer afin d'être reconnus. Donc c'est une bonne formation pour nous, de sorte que lorsque nous serons aux Jeux Olympiques, nous serons sûrs d'être plus aiguisés et d'avoir commencé à temps. C'est une période cruciale pour les Banyana Banyana alors que se prépare pour les Jeux Olympiques de Rio de cette année. L'entraîneur Vera Pauw va consulter l'association sud-africaine de football et les sponsors afin de frayer le chemin vers l'événement sportif, mais pour l'instant l'entraînement se poursuit dans la chaleur étouffante de Johannesburg alors que les membres de l'équipe mettent au point leurs préparatifs pour l'un des événements les plus importants de leur carrière. En Afrique du Sud, un projet associatif cherche à résoudre les problèmes sociaux par le rythme et la danse. Reportage dans l'un des plus grands townships de Johannesburg. Se confronter aux maux de la société par la danse, voici l'Académie de danse indigène. Elle transforme le township de Tembisa. Le projet a été initié par Jarel Matebula, un entrepreneur social qui voulait se rendre utile. Les gens pensaient que j'étais fou de penser changer le monde ou changer la communauté. Mais voir des enfants sourire me fait sentir que ce que je fais est bon. J'ai réalisé qu'il y avait tellement de maux dans la société, tant de problèmes auxquels faire face et tellement de tentations. On n'a pas de bons modèles, de grands frères ou de pères pour nous guider, alors je voulais contribuer à faire la différence dans la vie des gens. La meilleure manière de sortir les gens de la rue et de toutes ces choses inutiles, c'est à travers la danse. Je me suis rendu compte que c'était un outil cool et un modèle à suivre. Ça aide les jeunes à sortir de la rue. Ça les aide à se concentrer sur leur éducation. Et dans le même temps, ça aide les jeunes à nourrir leur famille. Alors, il n'y a pas mieux.
Pour beaucoup, l'Académie de danse indigène est devenue un refuge, un lieu où les jeunes peuvent développer leurs talents et se consacrer à de grandes choses. Nous essayons de construire une famille qu'ils n'ont pas chez eux. Je crois que la danse est la réponse, parce que c'est ce qui nous rassemble. Avec la danse, on peut aussi leur enseigner la discipline et leur parler des choses positives et bonnes dans la vie, parce qu'ils sont nombreux à avoir perdu espoir dans plein de choses. On est là pour leur dire qu'il y a plein de choses à attendre de la vie. Le projet de Jarel a eu un grand impact dans toute la communauté. Et maintenant, ces jeunes gagnent leur vie et se produisent pour différents événements. Ça a changé ma vie. J'ai trouvé du travail grâce à l'académie. Je crois davantage en moi et je suis en bonne voie pour accomplir mon rêve. Ça m'a donné le courage de commencer et d'accomplir ce que je souhaite en tant qu'individu. C'est devenu une énorme partie de ma vie en fait. Le projet est là pour durer et pour faire en sorte que les leaders locaux à venir ont un lieu pour grandir. Les talents issus de cette académie de danse indigène sont remarquables. Ces jeunes se sont lancés dans le rythme et la danse pour sortir de la rue et cette tendance se développe dans la communauté, le signe d'un franc succès. Afriquinfo est à présent terminé. Merci pour votre attention et bonne suite de programme sur CCTV Français.